Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe. Et auteur d'Anima chez Albin Michel. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Michel Onfray. Bonjour. On va bien sûr en parler de cet ouvrage, mais tout d'abord, une gauche est en train d'essayer de se construire en dehors de Jean-Luc Mélenchon et de l'emprise de la NUPES, avec notamment Carole Delga et Bernard Cazeneuve. Une gauche qui se décrit comme étant une gauche de responsabilité. Est-ce que vous croyez en cette gauche-là ? Non, pas tellement. Moi, j'aspire à cette gauche-là. Ma gauche, elle est girondine, elle n'est pas jacobine, elle est pas néo-marxiste ou post-marxiste, ça n'a rien à voir. Elle est proudhonienne, donc je crois aux provinces, je crois aux régions, et je pense qu'il y a une différence de degré, pas de nature, entre ces deux gauches-là. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas au logiciel islamo-gauchiste, ils ne touchent pas au logiciel européiste, et puis ils ne reparlent pas du peuple, ces gens-là. Ils ne parlent pas du peuple, ils ne parlent pas de ce que la gauche a fait. Il y a un droit d'inventaire. Moi, j'aime bien le Jospin qui nous avait dit à une époque droit d'inventaire, quoi. Il faudrait que la gauche finisse par faire un droit d'inventaire en disant on a mis le peuple dans le mur, et ça ne va pas. L'idée qu'il y ait aujourd'hui des antivols sur de la viande dans les supermarchés, on dit mais ça fait 30 ans que vous êtes au pouvoir. Une fois c'est la droite maastrichtienne, une autre fois c'est la gauche maastrichtienne. On n'en veut plus de cette gauche-là. Et quand Ruffin commence à avoir des idées, qu'il nous dit le sociétal c'est bien, mais le social c'est mieux, il faut priorité peut-être aux gens qui souffrent, aux petits peuples, aux gens modestes, etc. Immédiatement on claque des doigts, on lui dit tu rentres à la maison, il dit oh j'ai pas assez pensé, j'ai pas assez réfléchi. Et c'est ce qu'il a fait, il a dû faire acte de contrition. Oui. De quoi est-ce le révélateur? En quelques mots, il a dû rétropédaler, comme vous l'avez dit, sur le sujet du genre et du changement de sexe, après avoir dit que cela risquait de creuser les fractures de notre pays. Hop, changement total en quelques heures sur les réseaux sociaux pour s'excuser. Oui, c'est la preuve que c'est Mélenchon qui fait la loi partout à gauche, et que Mélenchon décide, et que les autres, là, quand ils ont l'impression d'avoir 2 grammes d'autonomie et qu'ils cessaient à l'autonomie, on l'a bien vu avec machin, avec bidule, avec un tel, je ne vais pas donner les noms, tout le monde les connaît, tout le monde rentre dans le rang. Et c'est exactement la même chose avec le socialisme hollandais, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, il ne manquait que François Hollande. Là, on sent bien que François Hollande, il fait travailler les copains pour revenir. C'est le fantasme du général de Gaulle en 46, quoi. Entre 46 et 58, de Gaulle dit qu'est-ce que je peux faire pour revenir. Et ben là, Hollande dit qu'est-ce que je peux faire pour revenir. Il envoie Cazeneuve, il envoie les copains. Donc la gauche Cazeneuve contre la gauche Mélenchon, vous n'y croyez pas? C'est une illusion? C'est la même. La gauche Mélenchon, C'est la il a même été sur l'école, sur l'immigration, Oui. sur la laïcité, c'est la même. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Vincent Trémollet de Villers, que j'ai écouté, et j'ai trouvé formidable son papier dans le Figaro aujourd'hui. Il a raison de reciter en plus de ça Jean-Claude Le Goff, que je trouve Jean-Pierre Le Goff. Jean-Claude d'un seul coup, non, Jean-Pierre. Sociologue, C'est un autre que je connais. qui parle du gauchisme culturel. Du gauchisme culturel. Et c'est un concept extrêmement intéressant de Le Goff, qui est un Normand. En plus, j'ajoute qu'il a été produit par l'université de Caen. Mais oui, on en est là, c'est-à-dire qu'ils ont le même logiciel. Le logiciel d'une gauche qui serait vraiment alternative, ce serait vraiment un logiciel proudhonien, en disant mais laissez faire les gens là où ils sont, dans les villages, dans les campagnes, dans les provinces, redonner de l'initiative aux gens, arrêter avec la bureaucratie, arrêter avec cette fiscalité qui est parfois confiscatoire, oui aux impôts, mais quid de la répartition, et puis tous ces gens qui nous disent que la préférence internationale c'est très bien. Je dis mais la préférence internationale c'est quoi si ça se fait au détriment des nationaux, je dirais. Donc il faut retrouver le sens de la nation, c'est à gauche, c'est la gauche qui invente la nation, il faut retrouver le sens du peuple. Donc vous ne la voyez pas encore incarner, cette gauche-là? Sûrement pas chez ces gens-là, non. Et pourtant, quand on voit ce qui s'est passé en Espagne, il y aurait des leçons à retenir pour la France. Podemos a payé au prix fort, justement, dans les urnes, cette obsession sur les sujets sociétaux, mais pas de leçons retenues pour la gauche en France. Comment vous l'expliquez? Ils manquent tous d'idées, c'est-à-dire ils manquent tous de plan B. C'est-à-dire qu'on pourrait faire la même chose avec Syriza en Grèce, avec Podemos en Espagne, avec Beppe Grillo par exemple en Italie, avec Meloni même qui arrive au pouvoir, et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on sait bien que si on arrive au pouvoir et qu'on est critique à l'endroit de l'Europe, l'Europe va spéculer contre le pays. L'Europe veut la destruction des nations. Si une nation dit non, on a recouvré notre pouvoir et on veut donner le pouvoir au peuple, l'Europe dit vous allez revenir sur votre position, et donc on fait quoi quand on s'entend dire qu'on n'a plus d'argent puisque tout a été donné par là-bas et que c'est par là que ça se passe? Il faut s'appuyer sur d'autres pays, il faut un plan B qui permette de dire mais c'est pas bien grave, si vous ne voulez pas de nous, nous ne voulons pas de vous, et nous allons construire ailleurs et
autrement. Ce sont les peuples qui décident. Donc pas de plan B, c'est quand même assez inquiétant dans des pays démocratiques qu'il n'y ait pas de plan B et pas d'alternative. Bien sûr, Syriza, souvenez-vous, je veux dire, le type il est arrivé sans cravate en disant je ne prête pas serment sur la Bible, je ne suis pas croyant, etc. Et puis on dit oh là là, formidable. Et puis il ne fait rien. C'est-à-dire le lendemain il faut dire eh bien moi je vais faire le nécessaire, c'est-à-dire on va récupérer de l'argent et l'idée qu'il n'y ait pas de cadastre par exemple en Grèce, c'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est le clergé grec et ce sont les propriétaires de bateaux, les armateurs qui sont propriétaires. Si on touche pas à ces gens-là, on ramène pas d'argent. Si on ramène pas d'argent, on paie pas les gens simples et les gens modestes. On paie pas les fonctionnaires. On n'a pas de politique possible. Donc évidemment, il refait un référendum pour demander si c'est vraiment lui qu'on veut. Les gens lui disent mais oui, on a voté pour vous. Et là encore, le peuple est trompé, il est trahi. Le pire, c'est que est-ce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet? Oui. Parce que Michel Onfray, simplement, par exemple, pour la NUPES, cette gauche-là, en laquelle vous ne croyez pas, elle est de droite selon la NUPES. Ce serait vraiment là. D'ailleurs, c'est cette même NUPES qui vous qualifie, vous, d'extrême droite, pour qu'on voit un petit peu l'évolution de chacun sur l'échiquier. J'ai entendu l'autre jour Geoffrin qui expliquait que l'extrême droite, c'était tout ce qu'il avait décidé qu'il appellerait extrême droite, quoi. Marine Le Pen donnait une définition historique qui me semblait assez juste, où elle disait ils ne sont pas démocrates, les gens d'extrême droite, ils ne respectent pas le Parlement, ils préfèrent la violence des rues, etc., etc. Enfin, il lui dit mot, c'est une définition datée. C'est-à-dire que ces gens-là, Geoffrin en tête, décident que le dictionnaire a tort et que ils ont raison, et qu'ils peuvent donner une nouvelle définition des mots, et puis que voilà, ils ont envie d'appeler radiateur une baignoire et baignoire un radiateur. Et si on n'a pas la folie qui permet d'épouser leur sottise, eh bien, on est un type d'extrême droite. Donc il faut laisser tomber ces gens-là. Juste dire que le problème, c'est pas... Enfin, je rappelle quand même que Macron qui nous dit qu'il faut arrêter de renvoyer à Pétain, c'est quand même lui qui, entre les deux tours, alors qu'il avait été élu la première fois, est allé à Oradour-sur-Glane, et puis ensuite, comme si ça ne suffisait pas, au musée de la Shoah à Paris, quoi. Donc, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette phrase de la Première ministre provoque autant de remous au sein de l'exécutif? La Première ministre qui affirme que le RN est l'héritier de Pétain et le président qui estime que ce n'est plus avec ses arguments moraux aujourd'hui qu'on combat ou qu'on fait reculer le Rassemblement national. Faisons un peu de sémantique. Vous avez vu, il a dit les gens ne croient plus. Donc il fallait faire lucide. Croire. Il fallait faire croire, c'est ça. Mais il y a un moment donné où ça marche plus, quoi. Vous savez, quand vous criez au loup, vous l'avez fait 100 fois, et puis à un moment donné, le loup arrive véritablement, puis le berger se fait manger. Bien là, c'est exactement la même chose. Il voit bien que ça ne marche plus. On peut pas continuer à dire que Marine Le Pen est un danger pour la démocratie, quand le danger pour la démocratie, il est visible partout dans les rues, avec les Black Blocs, avec la violence soutenue par Mélenchon. Les gens sont lucides, il faut pas les prendre pour des imbéciles. Donc il y a un moment donné où on peut faire de la sémantique en leur disant qu'ils sont d'extrême droite. Moi, j'y ai droit depuis très longtemps, hein. Les unes du Monde et les unes de Libération, je sais ce que c'est. Parce qu'il faut salir, parce qu'il faut saloper les gens, plutôt que de dire ah tiens, réfléchissons un petit peu. Pourquoi il y a une adhésion, je dirais, à cette gauche-là. Je ne veux pas dire la gauche Michel Onfray. J'ai vu que Vincent Trémollet de Villers parlait en ce sens, mais je veux dire, il y a plein de gens que je rencontre dans la rue et qui me disent mais allez-y, faites de la politique. Et les gens aiment la politique. S'ils ne vont plus voter, c'est parce que la politique ne les aime plus. Et alors, est-ce que des phrases comme celle de la Première ministre, historiquement, sont fausses, selon vous, quand elle dit l'héritier de Pétain, de Fichy, le Rassemblement national? Est-ce que historiquement, c'est faux? Bah oui, bien sûr. Là, je suis en train de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen. C'est 800 pages. Hein. Enfin, je les ai lus pour faire un texte particulier. Alors lui, il est d'extrême droite. Lui, il fait l'éloge de Pétain. Lui, il fait l'éloge de ses copains qui sont des anciens de la LVF, enfin la Légion des volontaires français. Lui, il trouve que Brasillac est un personnage formidable, etc. Et les dernières pages sont consacrées à Marine Le Pen de la part de son propre père, où il dit bon, elle m'a viré, elle m'a détesté, c'est plus rien, ça n'a plus rien à voir, etc., etc. Bon, il y a un moment donné, si on veut faire de l'histoire, à ce moment-là, oui, parlons de la Francisque de Mitterrand. Donc l'assignation historique ne vaut pas, selon vous, que pour le Rassemblement national. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on oublie que le Parti communiste français a collaboré pendant 2 ans avec les nazis. Et même pas avec Pétain, avec les nazis. Et pourquoi on ne le rappelle pas, selon vous? Ça, c'est le fameux gauchisme culturel. C'est-à-dire que la gauche a tous les droits et la droite n'en a aucun. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir un Mitterrand pétiniste jusqu'à la fin. Mitterrand, il est resté ami avec tous ses copains pétinistes. Hein. Il y a un bouquin de Le Foll qui est excellent, qui raconte les amitiés de Mitterrand avec des anciens de la cagoule. Enfin, ça ne gêne pas du tout la gauche. À aucun moment, on a dit, voilà, on va débaptiser la bibliothèque François Mitterrand. Sartre et Beauvoir ont collaboré, ils ont écrit dans des journaux collabos. Beauvoir a travaillé dans une radio collabo. Personne n'a dit on va débaptiser la place Jean-Paul Sartre, etc. Mais le pauvre Henri Dutilleux qui fait une musique pour une boîte de cinéma sous l'occupation, on dit qu'il est nazi et on veut pas. Donc, mais les socialistes aujourd'hui ont tous rompu et le disent clairement. Est-ce que Marine Le Pen est aussi claire selon vous aujourd'hui par rapport justement à cet héritage de son père assumé?
Mais le père reprend tout ce qu'il a à dire à sa fille en disant mais sur le détail, elle ne m'a pas suivi, sur l'occupation allemande qui était finalement pas si dure que ça, elle ne m'a pas suivi, sur la question, etc., etc. Enfin, il dit voilà, elle m'a trahi, elle m'a trompé, elle a détruit mon parti, elle a même changé le nom, elle m'a exclu. Donc ça vaut rupture avec l'héritage. Moi, je regarde le réel. Je fais pas d'idéologie. Je ne reprocherai pas, par exemple, à Fabien Roussel aujourd'hui d'être un nazi parce que son parti a été nazi pendant 2 ans. L'histoire, c'est l'histoire. Donc, si on veut faire de l'histoire, à ce moment-là, on pourrait imaginer que Giscard a défendu l'OAS et qu'il était pour l'Algérie française et que quiconque aujourd'hui se réclame de l'UDI, par exemple, est un défenseur de l'Algérie française. Ça n'a aucun sens. On est un défenseur de l'Algérie française si aujourd'hui on défend l'Algérie française. Mais alors, quelles conséquences, Michel Onfray, sur notre débat public et politique? Interrogé à ce sujet, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur France 2, a lancé au sujet de Marine Le Pen: qui préférez-vous, Madame Le Pen, Pétain ou Poutine? Écoutez, vu la personne qui pose la question, vu l'émission dans laquelle la question est posée, je me demande si la question n'a pas été posée au préalable, si monsieur le ministre n'a pas eu les questions qu'on lui poserait, et s'il n'a pas mis des gens sur le coup pour savoir quel bon mot il pouvait sortir pour que ça puisse être repris le lendemain. Il fait il fait un pouf là, et puis il fait semblant de réfléchir, puis il nous balance ce truc. Alors je veux bien qu'il ait même un talent pour l'improvisation, pourquoi pas, mais c'est tellement grossier. Il a un talent oratoire quand même d'avocat dans les prétoires, peut-être. Écoutez, ça lui tous les gens est que je resté. connais qui, Oui. eux, enfin, sont des avocats ou autres, estiment que son succès a été fait de mensonges, de bluffs. Il dit, mais il n'y a pas ça dans le dossier, c'est totalement faux. Le dossier dit très exactement l'inverse, qui est complètement faux. Simplement, quand vous êtes dans un prétoire et que quelqu'un dit ça, vous dites, lui, il a lu le dossier. Donc, c'est du bluff, ce monsieur, c'est du bluff en permanence. Alors, il roule pour Macron, et il roule pour une espèce de, justement, la gauche qui est à la traîne de la NUPES. Vous avez la dent dure, ou alors vous estimez peut-être que c'est la lucidité envers le gouvernement et l'exécutif. Certains aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe dans le pays, Michel Onfray, du climat politique et social, d'une réforme des retraites sur laquelle il n'y a pas eu véritablement de vote, parlent même d'une forme de dérive et hier, c'est Manuel Bompard de la France Insoumise qui nous disait braquage démocratique. Le poids des mots, on en est là aujourd'hui dans notre pays. Oui, je l'ai entendu en direct avec vous, mais je souscris à ça. Je pense braquage démocratique oui, en mais France. depuis un petit moment, depuis 2008, depuis qu'en 2005, les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe, et qu'en 2008, on leur a dit, vous n'en avez pas voulu, mais vous l'aurez quand même. 50% des gens ne vont plus voter, donc d'une certaine manière, il n'y a plus de légitimité. D'accord, on peut imaginer que d'un point de vue des statistiques, des chiffres, je ne sais quoi, il y a une légitimité, mais quand la moitié des gens ne se déplacent pas, elle est où votre légitimité? Un chef de l'État digne de ce nom dirait 50% des Français se désintéressent de la politique, dont ceux qui votent, très peu votent pour moi. Il y a un moment donné où vous faites une espèce de révision totale, où vous dites, je dois devenir le président de tous les Français, et surtout des Français qui ne votent pas pour moi. Mais ça ne se décrète pas. Alors s'il y a un défaut de légitimité presque originel par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, quelle politique trouve grâce à vos yeux? Et vous-même, si vous avez pensé un temps à la politique, ce que vous dites est en train de refroidir tout le monde. Non, pas du tout, parce que moi je suis un vrai démocrate, c'est-à-dire que j'en appelle au peuple. Et pas les autres? Non, regardez. Pourquoi vous auriez le monopole? Je ne dis pas ça, je dis simplement regardez qui en appelle aujourd'hui au référendum, et tous ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans, regardez leur rapport au référendum. La dernière fois qu'il y en a eu un, ils l'ont mis à la poubelle. Donc il y a un moment donné où vous dites non, le peuple est souverain. En démocratie, le peuple est souverain. Alors on fait des débats, on a la possibilité. Il y a des chaînes d'infos continues, il y a des chaînes qui peuvent éventuellement organiser des débats dignes de ce nom avec des gens honnêtes. Je ne parle pas du service public pour le coup, mais dans lesquels vous pouvez vraiment débattre, oui. et où on invite tout le monde, et où après on fait de l'éducation. Vous estimez encore que vous êtes persona non grata aujourd'hui? C'est pas que j'estime, c'est que c'est la réalité. Je suis pas invité dans le service public, voilà. Ou éventuellement pour aller parler des huîtres de Normandie dans une émission culinaire sur France Inter, ce qui leur permettra de dire qu'ils m'invitent encore. Mais il y a un moment donné où on doit pouvoir dire, on va réfléchir sur des sujets, et puis on va en faire des débats, et puis on va demander au peuple qui tranchera. Surtout Michel Onfray, quand vous réfléchissez sur ces sujets comme Anima, comme l'âme, justement, on a du mal à comprendre pourquoi dans ce cas-là vous n'êtes pas invité sur des sujets aussi importants, consensuels, je ne sais pas, mais par exemple, est-ce que philosopher, c'est sauver son âme, comme disait Platon? Est-ce que c'est la construire, la structurer, justement? Ça dépend comment on philosophe, parce que vous avez des philosophes du pouvoir, vous avez des gens qui aujourd'hui défendent Macron et qui sont philosophes de formation, donc on peut tout trouver. C'est un marché, la philosophie. Vous pouvez trouver, si vous êtes vegan, trouvez votre compte, si vous adorez la viande rouge, trouvez votre compte aussi, donc il y a tout et le contraire de tout. C'est un livre qui m'a obligé plus que je ne l'ai fait, il m'a fait plus que je ne l'ai fait, ce livre. Je voulais faire un livre sur la nature humaine au départ, et c'est l'âme qui s'est imposée. Mais oui, là par exemple, c'est un livre
pour lequel on peut m'inviter. Si on ne me parle pas de Macron, il n'y a aucune raison que je parle de Macron dans ce livre-là. C'est une histoire de l'âme, de Lascaux jusqu'à Elon Musk. Donc effectivement, c'est un débat de philosophie. Je parle du transhumanisme, on peut parler du transhumanisme. Non, c'est l'idéologie qui fait la loi. Mais c'est pas le peuple qui fait la loi. Or, le peuple doit faire la loi. On doit lui demander son avis et on doit prendre avis du peuple. C'est comme ça que fonctionnait le général de Gaulle. Le jour où on fait savoir au général de Gaulle qu'on ne veut plus de lui par un référendum, il s'en va. Le jour où Mitterrand perd les élections, il reste. Le jour où Chirac perd les élections, il reste. Et Giscard, qui a failli perdre les législatives, avait dit, mais de toute façon, je resterai. Il avait même dit, d'ailleurs, je me replierai à Versailles. C'est tout dire. Et puis, quand il y a des référendums et qu'ils sont perdus, on les jette à la poubelle. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans une démocratie illibérale. Donc l'âme de la démocratie, c'est le référendum. C'est le peuple. Le peuple. Le peuple. Volonté du peuple, la souveraineté du peuple. C'est le peuple qu'on sollicite, qui nous donne son avis. Et le chef de l'État est l'obligé du peuple. Il ne force pas le peuple, il doit être forcé par le peuple, dont la voix fait la loi. Merci Michel Onfray C'est moi qui vous remercie. d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à vous et à bientôt.